de Daoud Ibrahim. Daoud Ibrahim Kashkar, alias Don Daoud, ou encore le parrain de Bombay, est un gangster indien à la trajectoire spectaculaire. Daoud Ibrahim, c'est l'un des criminels les plus riches de l'histoire, avec une fortune estimée à 5 milliards de dollars. Un empire impliqué dans le trafic de stupes, d'armes et d'êtres humains. De lourdes accusations pour participation à une entreprise terroriste. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands criminels de tous les temps. Daoud Ibrahim est né en 1955 à Khed, dans l'état du Maharashtra. Il fait ses débuts dans le crime organisé dès l'adolescence pour sortir de la misère. Son quotidien est marqué par des vols, des fraudes et de petits délits. Encore mineur, il rejoint le gang de Bachchu Dada. À seulement 19 ans, il réalise son premier gros coup, un braquage qui lui rapporte 200 000 dollars. Ambitieux et rusé, il n'a qu'un objectif, se hisser à la tête des réseaux criminels de Bombay. Avec son frère Shabir, il crée son propre gang à la fin des années 70. En 1981, les deux frères sont en conflit avec leur ancien gang. Shabir est tué dans une embuscade. Daoud arrive à prendre la fuite et devient le seul maître du gang, qui devient la D Company. Dans les années qui suivent, Daoud fait tuer tous les assassins de son frère. Pour les autorités indiennes, il devient une cible prioritaire. Recherché, il part s'installer à Dubaï en 1986 et continue à gérer son business avec l'aide de ses lieutenants restés en Inde. Il habite une somptueuse villa, la Maison Blanche. Son terrain de jeu, la contrebande d'or, les investissements immobiliers et le trafic de drogue. Désormais, son territoire s'étend sur l'ensemble du Moyen-Orient. La D Company devient de plus en plus puissante. Au début des années 90, elle compte plus de 5000 membres et ses revenus annuels sont de plusieurs dizaines de millions de dollars. Daoud quitte Dubaï et part s'installer à Karachi, au Pakistan. Toujours plus ambitieux, Daoud profite d'un autre conflit, celui entre l'Inde et le Pakistan, pour continuer son business. Grâce à deux trafiquants de drogue, Yusuf Godwarla et Taufik Jallianwala, il entre en contact avec les services de renseignement pakistanais. Il obtient une protection qui lui permet d'acheminer de la drogue en Inde par voie maritime. Désormais, plus rien ne l'arrête. Malgré les poursuites internationales, il mène la grande vie, retourne à Dubaï et organise des fêtes exceptionnelles où se côtoient les stars internationales. Trafic d'armes, de drogue, de pierres précieuses, ses contacts lui permettent de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société indienne. Il blanchit ses gains dans des casinos grâce à des sociétés écrans et gagne des centaines de millions de dollars. Aidé par les services secrets pakistanais, il sortirait des tonnes d'opium, d'héroïne et de cannabis vers le marché européen. Daoud Ibrahim devient une légende dans le milieu criminel indien. On lui prête même d'avoir trafiqué du matériel militaire sensible. Ses contacts au sein des douanes indiennes auraient permis l'acheminement des armes. En réaction, le gouvernement indien offre une prime de 25 millions de dollars en échange de sa capture, mais l'homme reste introuvable et échapperait à tous ses poursuivants. Daoud Ibrahim est toujours en liberté. Il utiliserait une vingtaine de passeports de différents pays pour voyager librement entre l'Inde, le Pakistan, Dubaï ou la République dominicaine. Sa richesse, estimée par le magazine Fortune en 2015, atteindrait les 5 milliards de dollars. Connaissez-vous l'histoire de Semyon Mogilevich ? Semyon Mogilevich, 75 ans, alias le parrain des parrains, est considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du monde, le chef de la plupart des mafias russes. Semyon Mogilevich, c'est l'auteur ou le commanditaire de centaines de meurtres, le parrain d'un vaste réseau de trafic d'armes, de stupes ou d'êtres humains, un génie de la finance, capable de mener de vastes escroqueries à travers le monde. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands criminels de tous les temps. Semyon Mogilevich naît à Kiev en 1946. Doué pour les études, il fréquente une grande université nationale et obtient plusieurs diplômes en économie. Décrit comme très intelligent, un avenir brillant s'offre à lui.
Pourtant, il intègre au début des années 70 le clan moscovite de Lyuberetskaya, comme simple homme de main. Premier gros coup, l'escroquerie de nombreux juifs qui souhaitent émigrer en Israël. Il promet de revendre leurs diamants avant de disparaître avec l'argent qu'il réinvestit dans ses activités criminelles. Mogilevich gravit très rapidement les échelons du milieu criminel et devient expert en blanchiment d'argent. Dans les années 80, il crée une société d'import-export de produits pétroliers. Il l'installe à Origny, au large des côtes françaises, une île connue pour être un paradis fiscal, et devient très vite millionnaire. Il a sa propre organisation et une armée d'environ 250 hommes de main. En 1990, il s'expatrie en Israël. De confession juive, il obtient un passeport de l'État hébreu. À l'époque, il reste discret et travaille dans l'ombre. Mogilevich crée plusieurs sociétés, toutes légales. En réalité, il en profite pour développer ses activités criminelles. Trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes et de matériel nucléaire. Son organisation devient de plus en plus puissante. Mogilevich contrôle l'aéroport de Moscou, ce qui lui permet de passer toutes sortes de produits sans être inquiété. En tant qu'expert en blanchiment d'argent, il gagne des millions de dollars grâce à des transactions financières qui passent par Londres. À cette époque, en 1994, il possède une usine d'armes à Budapest, spécialisée dans les canons anti-aériens. La même année, il rachète une des plus importantes banques russes grâce à des accords secrets avec le directeur. Désormais, plus rien n'arrête Mogilevich. Il a accès au système financier mondial. Pour blanchir ses revenus, il se diversifie et rachète de nombreuses entreprises. Textile en Israël, équipe de basket en Russie, restaurant japonais à Prague et même une société de pompes funèbres à Moscou. Mogilevich est sans limite. Quand un gang adverse lui fait de l'ombre, il tue directement son chef, puis les sous-chefs, jusqu'à la destruction du groupe. Tout le monde le craint et le respecte. En tout, il aurait fait assassiner des centaines de personnes. États-Unis, Russie, Israël, Allemagne ou Italie, Mogilevich est un homme recherché dans de nombreux pays à travers le monde. En 1994, il est interdit de séjour en Europe. Pourtant, il continue de voyager comme si de rien n'était. Il habite dans une magnifique villa des quartiers huppés de Moscou, avant de s'installer dans l'hôtel Ukraina, un haut lieu du crime organisé. Sa tête est mise à prix pour 5 millions de dollars. En mai 1995, le clan Mogilevich est en réunion dans un restaurant de Budapest. L'ambiance est à la fête, c'est l'anniversaire de l'un des parrains de l'organisation. Dans la salle, il y a plus de 200 invités, beaucoup sont des figures du crime organisé. 19h30, un groupe d'intervention de la police hongroise fait irruption dans la salle principale. Tout le monde est arrêté, mais Mogilevich, lui, est introuvable. Averti par un chef de la police, il a toujours un coup d'avance et n'est jamais venu à la fête. Mogilevich sera interdit de séjour par le gouvernement hongrois. Très vite, le Royaume-Uni prend également cette décision. À cette époque, les services secrets britanniques déclarent qu'il est l'un des hommes les plus dangereux du monde. Mogilevich, en génie de la finance, possède une société américaine cotée en bourse, YBM Magnets. La société vendrait des aimants et des matières magnétiques. En 1997, le FBI fait une descente au siège de la compagnie et découvre qu'elle n'abrite que du vent. Du jour au lendemain, les actions de la société, estimées à 1 milliard de dollars, s'évanouissent dans la nature. En 2008, après des années de traque, Mogilevich est finalement arrêté à Moscou par la police russe. Mais à peine un an plus tard, il est libéré. Le ministre de l'Intérieur russe déclare que les charges retenues contre lui ne sont pas très graves. En 2009, le FBI le place sur sa liste des 10 criminels les plus recherchés dans le monde. Mais 6 ans plus tard, Mogilevich est retiré de la liste par les États-Unis par faute d'accord d'extradition avec la Russie. Le parrain des parrains vit aujourd'hui à Moscou en toute liberté avec sa famille. On lui prête même
d'excellentes relations avec Vladimir Poutine et l'ancien maire de Moscou. Connaissez-vous l'histoire de Salvatore Riina ? Salvatore Riina, également connu sous le nom de la Belva, le Fauve, ou encore Toto le Petit, en raison de sa petite taille, est l'un des plus terribles parrains italiens. Légende de la mafia sicilienne, Riina, c'est le capo dei capi, le chef des chefs de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Une guerre sanglante contre ses rivaux et l'État italien. 23 ans de cavale. Retour sur l'histoire de l'un des plus grands chefs mafieux de tous les temps. Salvatore Riina, né à Corleone, en Sicile, en 1930. En 1943, son père et son frère meurent en essayant de démonter une bombe américaine tombée sur leur terre. Riina devient le chef de famille. Il rencontre Luciano Liggio, chef local de la mafia sicilienne. Très vite, Liggio prend le petit Riina sous son aile et lui apprend toutes les ficelles du monde mafieux. Ensemble, ils s'enrichissent avec le pizzo, une pratique qui consiste à racketter les paysans et commerçants en échange d'une protection. En 1950, Riina est condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Il passe 6 ans dans un centre pénitentiaire à Palerme. À sa libération, il reprend contact avec Liggio et devient son bras droit. Les deux associés n'hésitent pas à tuer tous leurs concurrents pour devenir les maîtres de la ville. Riina est une cible pour les autorités. Il est constamment armé et possède une fausse carte d'identité. Traqué, il est finalement arrêté en 1963 dans sa ville natale de Corleone par le commissaire Angelo Mangano, un des plus grands chasseurs de mafieux italiens. En prison, Riina fait connaissance avec d'autres mafieux. Il se crée une réputation de brute féroce qui le suivra toute sa vie. À sa libération en 69, Riina et ses acolytes deviennent les boss de Palerme. Ils peuvent compter sur l'aide du maire de la ville, Vito Ciancimino. En 1974, Liggio est arrêté et Riina devient le maître incontesté du clan. Sous sa direction, le groupe devient de plus en plus puissant, grâce au trafic de drogue et à la contrebande de tabac. Riina est entouré de 4 tueurs à gages redoutables, Pino Greco, dit Squarpuzzella, Mario Prestifilippo, Leoluca Bagarella, ainsi que Vito Vitale. Ils assassinent tous ses ennemis et comptent plusieurs centaines de morts à eux 4. Riina devient de plus en plus puissant, mais dans les années 80, une guerre entre les mafias éclate. Au total, plus de 1000 assassinats sont commis parmi les différents groupes mafieux de la région. Riina l'emporte et son pouvoir devient sans égal. Son clan, les Corleone, devient le plus puissant de Sicile. Mais Riina a une épine dans le pied, un mafieux d'un autre clan, Tommaso Buscetta. Pendant la guerre des mafias, Riina a fait assassiner tous ses alliés. Il ne reste désormais plus que lui. Réfugié au Brésil, l'homme est difficilement atteignable. Riina fait assassiner un à un les membres de sa famille et ses proches. Arrêté en 83 par la police brésilienne, Buscetta est un ancien boss à bout de souffle. En 1984, Buscetta décide de trahir la loi du silence et de se venger. Il passe un accord avec le juge Giovanni Falcone et revient en Italie pour coopérer avec les autorités. La tension monte dans la péninsule. Riina a vent de la trahison de Buscetta. En décembre 1984, Riina ordonne le massacre de Noël dans le but de détourner l'attention des autorités. Il fait exploser un train qui relie Naples à Milan. Bilan, 17 morts et près de 300 blessés. Mais la détermination des juges Falcone et Borsalino ne faiblit pas. Grâce à leur travail et le témoignage de Buscetta, s'ouvre en 1986 le Maxi Procès. C'est le grand procès de la mafia sicilienne. 475 accusés sont condamnés pour de nombreux crimes liés aux activités de la Cosa Nostra. Riina, toujours en cavale, est condamné en son absence à la prison à vie. En fuite, Riina est toujours aussi dangereux. Il poursuit sa stratégie de terreur et commandite de nombreux assassinats. Mais tribunaux et gouvernements italiens maintiennent la pression sur les mafieux. En janvier 92, Riina est de nouveau condamné en appel à la prison à vie. 3 mois plus tard, il fait assassiner Salvatore Lima, un homme politique de premier plan qu'il considérait comme son allié. Le juge Falcone est lui aussi menacé, sa sécurité est renforcée. Le 23 mai, Riina est averti que le juge rentre à Palerme.
Il fait placer 400 kg d'explosifs sous un pont d'autoroute. Au passage de la voiture de Falcone, l'explosion se déclenche. Le juge est tué sur le coup, avec sa femme et 3 agents de sécurité. Le gouvernement italien est obligé de réagir et utilise dès lors tous les moyens pour lutter contre Riina. Le 15 janvier 1993, Riina, dénoncée par son chauffeur, est arrêtée après 23 ans de cavale. Détenu dans la prison hyper sécurisée de Parme, dans le nord de l'Italie, il est condamné à 26 peines de prison à vie. Pour l'empêcher de diriger son business depuis la prison, on le coupe de tout contact avec l'extérieur. Les autorités confisquent plus de 125 millions de dollars de biens et son manoir à Palerme. En 2003, il est hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes cardiaques. Placé en coma artificiel, Riina meurt en prison en novembre 2017. Connaissez-vous l'histoire de Miguel Ángel Félix Gallardo? Gallardo, alias Número Uno, le chef des chefs des cartels mexicains, c'est le fondateur de la Fédération, le regroupement de tous les cartels mexicains en une seule organisation, le maître d'œuvre du trampoline mexicain qui fit déferler la cocaïne colombienne aux États-Unis, une peine de prison de 37 ans, notamment pour l'assassinat d'un des agents des stupes américains. Miguel Ángel Félix Gallardo est né le 8 janvier 1946 à Culiacán dans le Sinaloa, un état de la côte ouest du Mexique. Il grandit dans une famille aisée et aimante d'agriculteurs. Brillant, il réalise un parcours sans faute à l'école et entame des études de commerce, avant de rejoindre les forces de l'ordre à 20 ans. Gallardo fait ses armes au milieu des champs de pavots et de cannabis dans un Mexique déjà gangréné par la culture de la drogue. Il devient garde du corps du gouverneur de l'état du Sinaloa. Fort de ses connexions politiques, Gallardo intègre ensuite le cartel de Pedro Avilés Pérez et monte doucement son propre réseau. Il recrute à tour de bras et se lance dans l'exportation de marijuana et d'héroïne vers les États-Unis. Il investit ses gains dans l'immobilier, mais aussi dans des entreprises ou des banques qui lui permettent de blanchir son argent. À cette époque, le Mexique est un énorme producteur de stupéfiants. Inquiétés par ce voisin dangereux et en pleine croissance, les États-Unis appuient alors le gouvernement mexicain et lancent l'opération Condor en 1970. Il s'agit d'un vaste plan d'éradication des cultures et des cartels mexicains. Le Sinaloa de Gallardo est une de leurs cibles principales. Des centaines de kilos de drogue sont saisis, des dizaines de suspects arrêtés ou tués, et les champs de pavots sont brûlés ou arrosés aux défoliants. Mais l'opération est un échec. En raréfiant la quantité de drogue arrivant aux États-Unis, l'opération Condor fait mécaniquement exploser son prix à la revente. Une aubaine pour les trafiquants. Menacé, Gallardo quitte son Sinaloa natal et les points chauds de la guerre anti-drogue pour s'installer à Guadalajara, dans le Jalisco. De là, il pose les bases de sa future organisation. Pour Gallardo, l'opération Condor est un déclic. Il comprend que son rôle de producteur est trop compliqué et qu'il doit diversifier son business. Il commence à s'intéresser à d'autres produits, et notamment la cocaïne. La drogue explose chez leurs voisins américains. Il entre en contact dès 1975 avec les cartels colombiens, principal producteur de la cocaïne, notamment celui de Medellín, dirigé par Pablo Escobar. En 1977, il organiserait sa première livraison au profit des Colombiens, 300 kg de poudre. Gallardo met à profit ces filières utilisées pour la marijuana et l'héroïne pour industrialiser son nouveau trafic. Le business est extrêmement rentable. La cocaïne, vendue 2 à 3 000 $ le kilo en Colombie, est revendue entre 40 et 55 000 $ aux États-Unis. Un an plus tard, en 1978, le chef du cartel de Sinaloa, Pedro Avilés Pérez, est abattu dans une opération de police. Gallardo y voit un espace. C'est l'acte de naissance de sa propre organisation, le cartel de Guadalajara. En 1978, il inviterait tous les autres jefes du Mexique pour participer à une réunion. Traqués par les Américains, luttant entre eux pour le contrôle de leur territoire, les trafiquants mexicains sont affaiblis. Gallardo propose d'unir leurs forces et de monter une entreprise commune, une fédération, sous sa direction. En chef d'entreprise, il répartit les territoires,
propose à chacun sa part du gâteau et obtient après négociation l'accord de tous les chefs de l'époque, dont Joaquim Guzman, l'homme surnommé El Chapo. À partir de cette époque, Gallardo industrialise le transport de la cocaïne via un système qu'on appellera plus tard le trampoline mexicain. Pour assurer le transport de la cocaïne colombienne, Gallardo achète puis affrète d'énormes avions qui décollent de Colombie en direction du Mexique. Volant à basse altitude et guidés par des faisceaux radiomagnétiques, les avions échappent à la surveillance des stupes américains, très actifs en Amérique du Sud. À leur arrivée, au Mexique, les cargaisons passent ensuite la frontière au moyen de mules, par les montagnes, ou encore par des tunnels, ou tout simplement à la frontière dans des camions où les quantités sont telles que les douaniers sont débordés. À partir des années 80, on estime que seule une cargaison sur 5, voire 10, est interceptée. Revendu aux États-Unis par les Colombiens eux-mêmes, l'argent transite alors dans l'autre sens. Avec Gallardo, les cartels mexicains font fortune avec le simple transport du produit. Beaucoup moins risqué et complexe que la production, le transport d'un kilo de cocaïne générerait à l'époque une marge nette de 1000 à 3000 $ par kilo. On estime que près de 500 tonnes de cocaïne transitaient chaque année via ce système. Sentant la situation leur échapper, les Américains décident alors de contre-attaquer. En 82, l'administration Reagan envoie un groupe d'agents de la DEA, le bureau des stupes, ouvrir directement à Guadalajara. Leur mission, faire tomber Gallardo et attaquer le cartel de toutes les manières possibles. Et l'équipe multiplie les coups d'éclat. Arrestations, saisie de drogue et repérage de champs de production de cannabis. L'un de ses agents, Enrique Camarena, est particulièrement efficace. C'est sur ses renseignements que 400 soldats mexicains détruisent les plantations de marijuana d'un associé de Gallardo. Une plantation XXL sur plus de 1000 hectares, avec une production annuelle équivalente à 8 milliards de $. Mais leur action suscite elle aussi une réaction du cartel. Camarena est enlevé le 7 février 1985 par les narcotrafiquants. Pendant plus de 24 heures, l'agent des stupes est torturé avant d'être assassiné. Les hommes du cartel veulent tous avoir des progrès et des indices de la DEA. À la suite de l'assassinat de son agent, l'administration américaine lâche toutes ses forces dans la bataille et lance l'opération Leyenda pour venger son policier. Une à une, les têtes du réseau de Guadalajara tombent, mais Gallardo reste introuvable. Il serait réfugié dans ses montagnes natales du Sinaloa pendant 2 ans, avant de rentrer à Guadalajara en 87. Pendant 2 ans, Gallardo va continuer tant bien que mal à essayer de faire tourner son business, mais pris en tenaille entre l'agressivité de ses concurrents et la pression américaine, l'homme perd de son pouvoir, ses soutiens politiques le lâchent. Il est arrêté le 8 avril 89 à son domicile. Après de nombreux procès, notamment pour meurtre, tentative de meurtre, trafic de stupéfiants, enlèvement ou encore racket, Gallardo est condamné à 37 ans de prison. On estime alors sa fortune à 500 millions de $. Toujours en cellule, Gallardo est aujourd'hui âgé de 75 ans. Connaissez-vous l'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Escobar, alias Don Pablo, ou encore le roi de la cocaïne, c'est une trajectoire exceptionnelle, de l'extrême pauvreté à celui de criminel le plus riche du monde. Calculateur, fantasque et doté d'une ambition hors norme, Escobar, c'est une fortune estimée à 35 milliards de $, le fournisseur de 80% de la cocaïne acheminée aux États-Unis dans les années 70-80, une carrière politique de député, puis de candidat à la présidence de la Colombie. Retour sur l'histoire de la légende du narcotrafic. Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, une petite ville à 1 heure de Medellín, en Colombie. Il grandit dans une famille très pauvre de 7 enfants. Gamin, il n'a accès ni à l'électricité ni à l'eau potable. Scolarisé, il arrondit les fins de mois de sa famille avec de petits larcins et vole ses premières voitures à l'adolescence. À la fin du lycée, Escobar part étudier à Medellín, à l'université, mais plaque le système scolaire à 20 ans pour entrer dans le banditisme. Au début des années 70, Escobar a une solide réputation.
Vol de voitures, contrebande de cigarettes, il se lance maintenant dans le kidnapping. Il enlève des bourgeois de Medellín contre rançon et gagne jusqu'à 100 000 $. Il se met alors au service du trafiquant Álvaro Prieto et entre dans le business de la cocaïne. Sous l'aile de Prieto, le jeune Escobar apprend tout du trafic et s'enrichit rapidement. La légende dit qu'il deviendrait millionnaire à l'âge de 22 ans. En 1974, Escobar fait la connaissance d'un pilote d'avion américain qui souhaite exporter de la cocaïne. L'apprenti narco joue alors les entremetteurs entre l'Américain et des amis qui sauront où trouver de la drogue. À cette époque, la transaction est simple. Loin de faire la une des journaux, ni d'obséder les autorités internationales. En 1975, les choses deviennent sérieuses. Le Colombien décide d'investir dans la cocaïne. Il s'envole pour la Bolivie, puis le Pérou, les zones de culture de coca. Il achète 15 kilos de pâte de coca qu'il fait raffiner en Colombie et revend au prix fort à ses amis américains. En s'approvisionnant directement à la source, Escobar tire 500 000 $ de ce premier coup. C'est le début du cartel de Medellín. Mais avec de telles sommes engagées, le business devient désormais très dangereux. Escobar tue un premier trafiquant la même année pour le vol de l'une de ses cargaisons de coca. Quelques mois plus tard, Escobar et ses hommes sont arrêtés en possession de pâte de coca. Don Pablo fait assassiner les 2 policiers qui l'ont arrêté pour faire disparaître les seuls témoins. Pendant les 3 années suivantes, Escobar développe son trafic à vitesse grand V. Il multiplie les allers-retours en avion et constitue une véritable flotte avec une quinzaine d'avions et 6 hélicoptères. En 1978, il fait même l'acquisition de son ranch mythique, l'Hacienda Nápoles, qui lui servira désormais de piste d'atterrissage pour sa narcoflotte. Face à la demande croissante en provenance des États-Unis, où la consommation de cocaïne explose, Escobar et son associé Carlos Leder achètent Norman Cay, une île dans les Bahamas. Elle lui servira de base de ravitaillement pour ses avions au départ de la Colombie vers la Floride. Une piste d'atterrissage et un entrepôt réfrigéré sont construits à la hâte pour sécuriser le transport. À cette époque, le cartel de Medellín envoie jusqu'à 1000 tonnes de cocaïne par an vers les États-Unis. Les bénéfices sont extraordinaires. Escobar croule sous les devises américaines. Il se constitue même un zoo avec lions, girafes et hippopotames dans sa demeure, l'Hacienda Nápoles. En quête de visibilité, Escobar se lance alors dans la politique. Pour séduire les électeurs, il devient un bienfaiteur. Avec sa fortune, il fait bâtir dans les quartiers pauvres de Medellín de nombreuses maisons, stades de foot, hôpitaux et écoles. Il fait l'acquisition d'une radio et d'un journal et brigue alors un poste à la Chambre des représentants de Colombie. Désormais soutenu par le peuple, il est élu en 82 et ne cache plus ses ambitions d'atteindre un jour le poste de président. Mais quelques mois plus tard, son élection est invalidée, le pouvoir politique se rebiffe et on l'accuse de financement illégal. À défaut de l'immunité politique, Escobar choisit alors une autre option, la terreur. Appelée plata o plomo, entendez l'argent ou le plomb. Sa nouvelle politique en matière judiciaire devient simple, la corruption ou la mort. À partir de 82, l'argent d'Escobar est partout, pouvoir politique, judiciaire ou militaire, et ceux qui ne lui obéissent pas décèdent. L'un de ses lieutenants avouera avoir organisé l'assassinat de plus de 3000 personnes, policiers, juges, journalistes ou hommes politiques entre 82 et 88. La même année, Escobar trempe dans de sales histoires. Il finance une organisation d'extrême droite qui traque et massacre des groupes révolutionnaires gauchistes de Colombie. Cette milice, le MAS, est responsable de l'assassinat, enlèvement et meurtre de milliers de civils. À la fin des années 80, Escobar est au sommet de sa puissance. 80% de la cocaïne mondiale vient de son cartel. Le magazine Forbes le classe 7e homme le plus riche du monde et estime sa fortune à plus de 3 milliards de dollars. L'empire d'Escobar est devenu titanesque, plus rien ne l'arrête, trop vite, trop grand. En août 89, Escobar fait assassiner un homme politique, Carlos Gallán, prometteur candidat à la présidentielle. C'est peut-être le coup de trop. Le gouvernement colombien se jure alors, aidé par les Américains, de mettre un terme au règne de Don Pablo. En avril 90,
l'armée fait le siège de la demeure d'Escobar. Le narco parvient à s'échapper, mais l'affrontement fait plus de 500 morts. Affaibli, le parrain est aussi l'objet d'attaques de ses concurrents comme le cartel de Cali. Cerné, Escobar propose de se rendre en l'échange de sa non-extradition vers les États-Unis. Le président colombien accepte et commence alors une mascarade d'emprisonnement. Escobar est incarcéré dans une étrange prison, la cathédrale, où il se promène en toute liberté. Pire, il fait même venir 2 hommes qu'il avait trahis pour les y assassiner. Puis s'en échappe en 92. Sa tête est mise à prix 6 millions de dollars. Traqué par l'armée et ses concurrents, Escobar s'entoure d'une armée de plus de 3000 sicarios, des tueurs recrutés dans les rues. Partout, des affrontements armés endeuillent le pays. On compte plus de 7000 morts pour la seule année 92. Cette même année, une redoutable coalition se forme contre Escobar. L'armée colombienne, un groupuscule de tueurs terroristes, Los Pepes, et tous les services américains, CIA, DEA, NSA, FBI ou encore le redoutable cartel de Cali, joignent leurs forces pour obtenir la tête d'Escobar. Le 2 décembre, c'est la fin pour Escobar. Repéré dans une planque, il est attaqué par une unité d'élite des forces colombiennes. En compagnie de son dernier fidèle, El Limón, Escobar tente de prendre la fuite, mais les 2 hommes sont abattus. La comète Escobar finit sa course effrénée sur un toit de Medellín. Son corps, devenu trophée de chasse des militaires qui l'ont abattu.